Bien, donc on va continuer le cours. Je rappelle ce que j'ai vu la dernière fois. Donc, on a parlé de Gabriel Tarde, donc il y a un pionnier de la sociologie française qui est en fait plus méconnu parmi les fondateurs de la sociologie française, né en 1843, mort en 1904. Il a été éclipsé dans la sociologie française contemporaine, comme il écrivait à la même époque qu'Émile Durkheim, et que c'était un adversaire théorique de Durkheim. Le succès durkheimien a longtemps effacé son nom des pères fondateurs de la sociologie. Donc j'ai présenté la semaine dernière son cadre général, une sociologie de l'imitation. C'est un cadre immédiatement relationnaliste, ni du côté du holisme méthodologique comme Durkheim, ni du côté de l'individualisme méthodologique comme l'économie libérale, mais du côté de la dynamique des relations sociales. L'imitation chez Tarde, en plus, c'est un concept large qui n'intègre pas que la répétition, que la reproduction, mais aussi l'invention, mais souvent une invention anonyme dans le cours de flux imitatifs, comme les exemples qu'on a pris la dernière fois, les jeans à trous ou les t-shirts qui remontent au-dessus du nombril à partir du printemps, donc comme exemple de ces émergences qui se généralisent d'une certaine façon. Après, on a parlé des différences entre Tarde et Durkheim, et puis on a fini sur les dimensions anthropologiques, c'est-à-dire les appuis philosophiques de Tarde, de la sociologie de l'imitation, et puis les appuis en termes de philosophie de l'histoire. Donc la façon dont s'appuie sur une certaine conception de la condition humaine, donc ce que j'appelle anthropologie philosophique, et une certaine conception du mouvement de l'histoire qui va, on l'a vu, associer le déterminisme et l'aléatoire ensemble. Donc on en était resté là sur les appuis anthropologiques et de philosophie de l'histoire, et donc on en est au grand D, que j'ai appelé de certains aspects de l'action collective, foule, public, opinion, conversation. De certains aspects de l'action collective, foule, public, opinion, conversation. Donc ça renvoie à un livre de Tarde qui est, on avait fait la liste la dernière fois, l'opinion et la foule. De 1901. Donc c'est un livre qui a eu un certain écho pendant longtemps, pas en sociologie, mais en psychologie sociale et dans les études de communication. Il va proposer dans ce livre une approche sociologique d'une série de regroupements de types d'actions collectives qui s'inscrivent dans sa sociologie de l'imitation. Alors, premier point, petit a, foule, public, opinion, conversation. C'est les notions principales. Foule, public, opinion, conversation. Alors, comment Tarde définit la foule, je cite, comme un faisceau de contagion psychique essentiellement produite par des contacts psychiques. Un faisceau de contagion psychique essentiellement produite par des contacts psychiques. Donc, on est bien dans le cadre de l'imitation, il y a cette idée de contagion qui suppose des relations entre des personnes. Contagion psychique produite par des contacts psychiques. Donc, la foule suppose une proximité entre les personnes et des interactions directes, c'est-à-dire quand les personnes sont en relation directement les unes avec les autres.
distingué de la foule, Tarde va parler du public. Qu'est-ce que c'est que le public? Le public, c'est, dit Tarde, une foule dispersée. Une foule dispersée. Et il ajoute, où l'influence des esprits les uns sur les autres est devenue une action à distance. Où l'influence des esprits les uns sur les autres est devenue une action à distance. Et il précise à des distances de plus en plus grandes. À des distances de plus en plus grandes. Donc, on a avec la foule un processus imitatif qui est lié au contact direct des personnes, et on a avec le public des logiques d'imitation, mais à distance, une influence à distance. La constitution du public se fait à distance. Par exemple, à l'époque de Tarde, par les journaux, la presse écrite. C'est l'élément principal. Évidemment, aujourd'hui, on pourrait rajouter la télévision, Internet, etc. Donc, la foule se nourrit d'un flux d'imitation qui suppose la proximité des corps et des interactions de face à face, alors que le public se nourrit d'un flux d'imitation dans la dispersion entre l'émetteur et les récepteurs. Proximité des corps dans des interactions de face à face pour la foule, flux d'imitation dans la dispersion entre l'émetteur et les récepteurs dans le cadre du public. Donc dispersion, c'est-à-dire un écart entre là où est situé l'émetteur et là où est situé les récepteurs. Alors, dans ce cadre, on a vu foule, public, l'opinion. L'opinion, c'est un troisième terme chez Tarde, qui est un terme qui est au croisement. L'opinion, nous dit Tarde, c'est la résultante des actions au contact et des actions à distance. La résultante des actions au contact et des actions à distance. Donc on pourrait dire que l'opinion, il est au croisement de la foule et du public. Des contacts directs et des contacts lointains. C'est un élément assez important pour la sociologie aujourd'hui des médias. Parce que dans la sociologie, manichéenne, simpliste, des médias du type la pensée monde diplôme, on a des gens qui regardent la télé, ils sont complètement aliénés par leur télévision, ça leur a pris le cerveau et ils n'ont aucune autonomie. Bon. Ça, c'est, disons, la bêtise qui est assez générale dans la gauche radicale, ma famille politique. Bon. À partir de là, si on ajoute action au contact, action à distance, c'est que dans ce qui va être discuté, qui va avoir un écho chez les personnes, il ne faut pas simplement voir le message qui est diffusé par les médias, mais ce qui circule, on va voir dans les conversations ordinaires, dans les contacts directs. Et c'est la résultante des deux. Et donc on a un modèle beaucoup plus subtil pour penser les effets des médias. Hein. Ce n'est pas simplement ce qui est diffusé par un émetteur loin, la télévision, la presse écrite, etc. Mais c'est aussi le filtre des conversations quotidiennes. Bon. Et c'est la résultante des deux qui constitue l'opinion pour Tarde. Bon. Alors, l'opinion, au croisement des actions au contact et des actions à distance,
voilà comment on le définit Tard. C'est un groupe momentané, plus ou moins logique, de jugements qui, répondant à des problèmes actuellement posés, se trouvent reproduits en nombreux exemplaires dans des personnes du même pays, du même temps, de la même société. L'opinion, c'est un groupe momentané, plus ou moins logique, de jugements qui, répondant à des problèmes actuellement posés, se trouvent reproduits en nombreux exemplaires dans des personnes du même pays, du même temps, de la même société. On a un groupe momentané, donc il y a une dimension provisoire dans l'opinion, instable. C'est instable, mais ça va se retrouver dans beaucoup d'endroits en même temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tendance à un moment donné à ce qu'il y ait quelque chose comme une opinion majoritaire qui émerge pendant un temps. Cette opinion, elle est mobile. C'est l'intérêt aussi de Tard. Elle est mobile, elle n'a pas une grande stabilité. Prenons l'exemple, quand on voit, disons, les migrants sous l'angle d'un enfant mort sur une plage, à travers des photos qui ont été prises en Italie ou en Grèce, migrant, ça renvoie à compassion, à faiblesse, à fragilité, à mort d'enfant. Bon. Et ça peut, à un moment donné, à la fois dans ce qui se diffuse dans les médias et les discussions que vous pouvez avoir dans votre boulangerie, c'est ça qui circule. Et après un attentat djihadiste, migrant, c'est autre chose. C'est menace, c'est mort, c'est danger. Bon. Et on peut suivre des cours d'opinion de ce type qui bougent chez les mêmes personnes en fonction des moments. Donc cette opinion, elle n'est pas forcément stable. Ce n'est pas une représentation du monde stabilisée pour les personnes. Les mêmes personnes peuvent circuler en fonction des moments à travers différentes opinions momentanées de ce type. Et ils peuvent circuler les mêmes personnes en fonction des moments du migrant en compassion au migrant en menace. Bon. C'est important parce qu'on veut souvent stabiliser les jugements ou les représentations qu'ont les personnes comme si c'était leur représentation stabilisée des choses. Parce que dans un sondage, ils vont être pour ou contre telle chose, etc. etc. Aujourd'hui, quand on fait des sondages, et c'est le contexte des attentats, etc., ça contribue à ça. Bon, migrant, ça veut dire plutôt négatif et une menace. Bon. Mais on a pu avoir des sondages qui n'avaient pas la même ampleur dans un autre contexte. Donc, il est important de noter que ce n'est pas forcément des représentations stabilisées des personnes qui vont avoir toujours la même idée, mais c'est des flux beaucoup plus mobiles à un moment donné. L'opinion, dans cette mobilité, se distingue à la fois de la tradition et de la raison. La tradition, évidemment, c'est ce qui se répète. C'est-à-dire qu'on suit la tradition, les usages habituels. On reprend les idées, les jugements qui sont issus des parents, des grands-parents, etc. Bon. Là, dans la tradition, il y a une certaine stabilité. Et dans la raison, il y a des plus grandes... En tout cas, il y a une prétention à des plus fortes contraintes rationnelles sur le jugement. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'opinion. L'opinion, c'est mouvant. Je prends encore des exemples, mais c'est généralisé dans l'espace public, dans les discussions médiatiques, l'idée que Jean-Luc Mélenchon était un soutien du Hamas. Bon.
Si on reprend ce qu'il a dit, c'est qu'il a défendu l'idée que c'était des crimes de guerre et pas, il n'a pas voulu utiliser terrorisme. Mais il a condamné les tueries. Alors on peut être en désaccord avec cette vision, hein, et il peut y avoir des débats, terrorisme, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, bon, il y a des débats. Bon. Mais ce qui est resté dans l'opinion, c'est qu'il soutenait le Hamas, c'est ce qui n'a jamais été le cas. Mais c'était ça l'opinion. Donc il n'y a pas forcément de rationalité, les gens ne vont pas aller contrôler ce qu'il a dit exactement, etc. Ça se répète de personnes qui peuvent être sincères d'ailleurs, qui répètent les choses, etc. Ça circule. Et finalement, on aboutit à l'idée, l'opinion momentanée, c'est que Jean-Luc Mélenchon soutient le Hamas. Bon. Donc, c'est ça l'opinion. Hein. Donc, il n'y a pas forcément des contraintes rationnelles sur le jugement. Et il y a cette mobilité. Le quatrième terme, c'est la conversation chez Tard. La conversation, c'est la médiation principale de l'opinion pour lui dans les sociétés humaines. La conversation, ce n'est pas l'échange argumenté entre des personnes, c'est, je cite, tout dialogue sans utilité directe et immédiate où l'on parle surtout pour parler par plaisir, par jeu, par politesse. Tout dialogue sans utilité directe et immédiate, où l'on parle surtout pour parler par plaisir, par jeu, par politesse. Donc, ce n'est pas un échange d'arguments raisonnés. Hein. On parle de la pluie et du beau temps dans la rue, et puis après, à un moment donné, intervient les migrants, et puis après, on parle du prix de l'essence, et puis ça s'enchaîne sans qu'il y ait forcément de cohérence, par association d'idées, plus ou moins, etc. Bon, c'est ça les conversations, donc ce qu'on peut appeler les conversations quotidiennes. La conversation, c'est justement un des agents principaux de l'imitation et de l'influence réciproque. Bon, parce que ça va être une médiation entre ce qui vient des médias et l'influence directe, quand les gens sont en contact les uns des autres. Parce que dans la conversation, par exemple, on va dire, bah tiens, j'ai entendu ça à la télé. Bon. Alors ce qui vient des médias va intervenir dans la conversation et puis va être filtré dans la dynamique, dans des rapports, des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils pensent sur tel ou tel sujet, ils ne veulent pas paraître idiots. Donc s'il y a quelqu'un qui parle plus fort dans la conversation, ils vont plutôt aller dans son sens. Bon. C'est pas forcément ce qu'ils pensent, mais c'est pour pas paraître imbécile. Bon. Et puis c'est comme ça qu'est filtré ce qui vient des médias, etc. en partie. Bon. Donc la conversation, c'est un élément, disons, important de la circulation des jugements, hein, entre l'influence à distance et l'influence directe. Alors, un constat, disons, historique de Tard, c'est que dans les sociétés modernes, la presse, donc l'action à distance, donc les publics, prendrait de plus en plus d'importance dans la constitution de l'opinion par rapport au contact direct. Et à l'époque de Tard, on en est seulement à la presse écrite. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que le rôle de la presse va avec le fait que la mode a plus de place que la coutume dans les sociétés modernes. On l'a vu la dernière fois. La mode, c'est-à-dire l'invention, ce qui change, a plus de place dans les sociétés modernes pour Tard que la coutume, ce qui se répète, ce qui est hérité
disons, du passé. Et donc l'opinion, à la fois avec le rôle plus grand de la presse et la place plus grande de la mode par rapport à la coutume, l'opinion apparaît plus changeante et mobile dans les sociétés modernes que dans les sociétés traditionnelles. Donc cette mobilité s'accroîtrait. Alors, Tarde s'interroge aussi sur le travail des journalistes dans la constitution des publics, et donc de groupes mobilisés autour de certains jugements. Les journalistes, pour Tarde, ne créent pas les publics, ils ne créent pas les jugements, comme on croit souvent, comme ce que j'ai appelé tout à l'heure la pensée monde diplôme. Ce n'est pas la média qui crée les jugements. Les journalistes vont jouer, pour Tarde, un rôle d'unification de potentialités qui sont déjà inscrites dans le réel. On pourrait dire un rôle d'unification et de légitimation. Mais ce n'est pas les journalistes qui créent, c'est à partir de potentialités qui sont déjà présentes dans le réel, mais qui sont dispersées. Alors, pour analyser ça, il va prendre l'exemple des journalistes antisémites en France pendant l'affaire Dreyfus. Donc, il parle de l'expérience de son temps. Je vais citer un long passage et je reviendrai sur ce passage de Tarde. Il va parler d'Édouard Drumont, qui est un journaliste d'extrême droite, et qui a été une figure, disons, anti-dreyfusarde et antisémite à l'époque. À la vérité, pour qu'Édouard Drumont suscitât l'antisémitisme, il a fallu que sa tentative d'agitation répondît à un certain état d'esprit disséminé parmi la population. Pour qu'il suscitât l'antisémitisme, il a fallu que sa tentative d'agitation répondît à un certain état d'esprit disséminé parmi la population. Mais tant qu'une voix ne se levait pas retentissante qui prêtât une expression commune à cet état d'esprit, il restait purement individuel, peu intense, encore moins contagieux, inconscient de lui-même. Mais tant qu'une voix ne s'élevait pas retentissante qui prêtât une expression commune à cet état d'esprit, il restait purement individuel, peu intense, encore moins contagieux, inconscient de lui-même. Celui qui l'a exprimé l'a créé comme force collective. Elle existait avant. Celui qui l'a exprimé l'a créé comme force collective. Factice, soit réel néanmoins. Force collective, factice, soit réel néanmoins. Il ajoute « Je sais des régions françaises où l'on n'a jamais vu un seul juif, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'y fleurir parce qu'on y lit les journaux antisémites. » Je sais des régions françaises où l'on n'a jamais vu un seul juif, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'y fleurir parce qu'on y lit les journaux antisémites. Bien. Donc, la piste vers laquelle nous oriente Gabriel Tarde ici, c'est pas cette idée de l'omniscience des médias qui créent l'opinion directement et qui mettent dans la tête des gens les mauvaises idées. C'est que la place des journalistes
dans la constitution de l'opinion, il y a un rôle, c'est que ça va unifier et légitimer des choses qui existent déjà mais qui sont dispersées. Oui. Mais du coup, dans l'exemple des personnes qui n'ont jamais vu juif et qui sont quand même antisémites, Oui. et ben dans ce cas-là, c'est pas une pensée qui était dispersée mais qui existait de manière latente, qui a été révélée. Dans ce cas-là, c'est venu par le... Alors, c'est différentes choses, c'est-à-dire que ça généralise, c'est-à-dire que c'est comme dans des villages en France où on n'a jamais vu aucun musulman et pourtant aujourd'hui qui votent anti-musulmans. Bon. À la fois, il y a des choses dispersées. Ça peut atteindre des gens qui au départ n'étaient pas affectés, mais évidemment ça donne une consistance. Ça va chercher des choses qui étaient là, mais qui n'étaient pas le cœur de la représentation. Par exemple, pour l'antisémitisme, je pense à l'antisémitisme en Bretagne, donc des régions très catholiques, c'est l'antijudaïsme catholique. Bon. C'était dispersé. Il y a un antijudaïsme catholique. Moi, je me rappelle qu'on m'expliquait quand j'étais enfant que les Juifs avaient tué le Christ, donc c'était quand même un élément central. Bon, d'avoir tué un des personnages principaux, c'était un problème. Bon, donc il y avait quand même un antijudaïsme catholique qui était diffusé dans les églises, etc. Bon. Pas forcément sous la forme de l'hostilité aux Juifs, mais comme un élément. Et alors, si on prend tout ça, après, on en refait un élément central. Par exemple, il y a des enquêtes, à Sciences Po Paris, il y a des enquêtes sur l'ouvrier français qui datent des années 60. Et dans les milieux ouvriers français, il y a déjà un fort racisme anti-arabe qui est dans l'enquête. Pourtant, à l'époque, le racisme n'est pas politisé. C'est-à-dire que ces ouvriers votent communiste et ce racisme qui existe, mais comme une opinion personnelle que révèle le sondage, n'est pas structurant pour leur rapport à la politique. Et donc, ils vont voter au contraire pour des partis qui sont antiracistes. Donc, c'est ça aussi que dit Tarde, c'est qu'il y a des choses qui existent, qui ne sont pas l'élément central de la mobilisation, etc., qui sont dispersées, qui peuvent être vécues comme des opinions individuelles, et puis on va en créer une force collective qui va finir par exister comme force politique. Bon. Et Tarde dit bien, une force collective, elle n'existait pas comme force collective. Factice parce qu'elle a été créée, c'est la dimension force collective qui a été créée, qui est factice. Mais elle devient réelle, hein, factice mais réelle. Bon. Alors, on peut avoir des exemples intéressants là-dessus. C'est que pour que ça ait un certain écho dans l'opinion, il faut que ça corresponde quand même à des formes qui préexistent de manière plus ou moins dispersée. Donnons deux exemples de l'écho des opinions. Lors de la présidentielle de 2002, sur la fin de la campagne présidentielle, il y a l'émergence très forte de thèmes sécuritaires, notamment à cause d'une personne âgée qui est violemment tabassée chez elle et qu'on va voir sur la principale chaîne de télévision, TF1, quasiment en direct sur son lit d'hôpital massacré. Bon. Et c'est on est à la fin de la campagne présidentielle. Ça va avoir un écho, hein. Ce thème sécuritaire, hein, il faut savoir que 2002, c'est donc le moment
la première fois où l'extrême droite est au deuxième tour de l'élection présidentielle, et que finalement, celui qui est potentiellement donné gagnant de la présidentielle, Lionel Jospin, n'est pas au deuxième tour. Bon. Il y a un écho fort dans l'opinion, c'est porté pas par tous les médias, c'est porté principalement par les médias qui font du sensationnel, TF1, etc. Mais on ne trouve pas le même emballement, par exemple, dans la presse écrite ou même sur les chaînes de services publics de télévision. Et pourtant, ça a un fort écho. Ça a un fort écho parce que les thèmes sécuritaires sont plus ou moins là, déjà plus ou moins dispersés, et d'une certaine façon ne demandent qu'à être rassemblés dans une force collective. Bon. Prenons 3 ans après le référendum sur le traité constitutionnel européen. En 2005. Il y a une hégémonie médiatique forte sur le oui. C'est pas que TF1, elle est beaucoup plus forte que sur le sécuritaire. C'est 80% des médias sont pour le oui. C'est pas simplement TF1, c'est les chaînes de services publics, c'est France Inter, c'est France Culture, c'est Télérama, c'est Le Monde, c'est Libération, c'est Le Figaro. Bon, c'est massivement, les médias sont pour le oui. Et c'est le non qui gagne. Donc vous voyez où il y a quelque chose qui marche, les thèmes sécuritaires dans la campagne de 2002, et c'est porté par une fraction simplement des médias, mais ça correspond, comme le dit Tard, à un état disséminé, et puis il y a quelque chose qui est porté par la masse des médias. Normalement, si on suit la pensée Mondiplo, c'est le oui qui devrait l'emporter, puisque c'est la domination complète des médias à 80%, donc là c'est très rare d'avoir ce niveau que pour le oui, et pourtant ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne correspond pas à un état disséminé sur la question de l'Europe, le oui, etc. Bon. Donc, vers quoi nous oriente Tard, c'est pour que ça marche, est-ce que ça répond à un certain état d'esprit disséminé par la population, où le travail des médias va donner une consistance, une unification à ça, mais ne va pas le créer. Bon. Alors que pour le oui au traité constitutionnel, non. On a plutôt disséminé une certaine hostilité disséminée à l'égard de l'Europe, comme étant, la source de beaucoup de difficultés que rencontrerait la population française. Et c'est la même chose, là on parle des journalistes, Tard, mais on pourrait parler des porte-paroles politiques. Ce n'est pas le Front National, Rassemblement National qui crée la xénophobie. Si on suit Tard, on a plutôt quelque chose qui est un amplificateur, un généralisateur et un légitimateur de formes plus larvées et disséminées de xénophobie. Donc là, on a une piste assez intéressante par rapport à des problèmes d'action collective et des questions politiques qui sont importantes encore aujourd'hui. Alors, il y a une autre chose dans l'opinion et la foule intéressante chez Tard, c'est qu'il va établir une différence entre les effets des influences dans la foule et des influences dans le public. Donc, les influences directes et les influences à distance.
dans la foule, l'influence des meneurs sur une foule peut être vive. Parce qu'il y a le contact direct, il y a une dimension émotionnelle qui est plus forte. Par exemple, plus forte que si vous lisez un article dans un journal ou même que vous voyez quelqu'un à la télévision. Elle est vive, donc elle est plus forte d'une certaine façon dans la foule, mais, ajoute Tarde, elle est toujours contrebalancée par l'action réciproque des menés. L'influence des meneurs est toujours contrebalancée par l'action réciproque des menés. Parce que dans la foule, il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, il y a quelqu'un qui dit en 1789, allons, il semble que c'est des choses qui ont été dites dans la foule. Allons à Versailles, et puis finalement, il y a quelqu'un qui dit non, il faut aller à la Bastille. Et puis finalement, c'est la Bastille qui gagne. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et quelqu'un d'autre peut dire autre chose. Et donc à la fois c'est plus vif, mais ça peut être contrebalancé directement par d'autres paroles dans la foule. Bon, toujours contrebalancé par l'action réciproque des menés. Par contre, ajoute Tarde, l'influence que le publiciste exerce sur son public, si elle est beaucoup moins intense à un instant donné, et par sa continuité bien plus puissante que l'impulsion brève et passagère imprimée à la foule par son conducteur. Donc, l'influence que le publiciste, le journaliste, exerce sur son public, si elle est beaucoup plus intense à un instant donné, et par sa continuité bien plus puissante que l'impulsion brève et passagère imprimée à la foule par son conducteur. Donc il y a l'idée d'une certaine continuité. C'est moins intense, mais c'est plus continu. Et il ajoute, et de plus, elle est secondée, jamais combattue par l'influence beaucoup plus faible que les membres d'un même public s'exercent les uns sur les autres. Et de plus, elle est secondée, jamais combattue par l'influence beaucoup plus faible que les membres d'un même public exercent les uns sur les autres. Alors, il faudrait relativiser, je reviendrai là-dessus sur les apports et les limites de Tarde par rapport aux études de réception aujourd'hui. C'est que ce que dit Tarde est vrai, par exemple, par rapport à quelqu'un qui regarde seul sa télévision. Mais si je regarde ma télévision avec des amis ou en famille, on peut retrouver des éléments de critique de ce qui se passe sur l'écran. Et donc, quelque chose qui ressemble à la foule. Hein. Et donc, il peut être contrebalancé sur le moment de la réception. Alors, quelqu'un dit « Ah, c'est intéressant ce qu'il dit » et l'autre « Non, c'est un salaud. Regarde ce qu'il a fait avant. » Et alors, évidemment, ça contrebalance. Hein. Bon. Mais il y a une piste intéressante sur les effets différentiels des influences dans la foule et dans un public, hein, de l'action directe et de l'action à distance. Alors là, on a vu les éléments principaux. Alors, on va ajouter quelques précisions, un petit b, sur les ambivalences de Tarde quant à la réception. Apport au pluriel et critique. Ambivalence au pluriel de Tarde quant à la réception. Apport au pluriel et critique. Donc, ça renvoie à un champ plus contemporain dans les sciences sociales qu'on appelle les études de réception et qui sont nées dans ce qu'on appelle les cultural studies, qui, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est en anglais, on pense souvent comme il y a eu un certain écho mondial, que ça vient des États-Unis, mais les cultural studies viennent de la Grande-Bretagne, hein, et de ce qu'on appelle l'école de Birmingham.
une bonne présentation et à la fois des dimensions de l'histoire, des dimensions théoriques et des exemples d'études de réception dans un livre de Brigitte Le Grignoux du côté du public. Usage au pluriel et réception au pluriel de la télévision. Un livre de 2003, fait un peu l'historique, les dimensions théoriques, et puis un peu les apports d'une série d'études, comme par exemple les premières grandes études sur les séries télévisées, l'étude de réception sur la série Dallas. Un des praticiens de ces études de réception est un chercheur aux États-Unis, en Israël, qui s'appelle Elihu Katz, et notamment un article intéressant de lui. Influence et réception chez Gabriel Tarde. Donc il y a eu un usage de Tarde. C'est la revue de sciences de la communication qui s'appelle Hermès. C'est une revue du CNRS. En 1993, numéro 11-12. Donc, il y a eu un nouveau domaine d'analyse des médias par rapport où on peut situer Tarde, qui s'est développé dans les années 80, donc sous l'impulsion des Cultural Studies britanniques, donc les études de réception, c'est-à-dire on va en fait faire des enquêtes de sciences sociales sur comment les gens reçoivent les informations télévisées, les divertissements qu'ils voient à la télé, les séries télévisées. Jusqu'à présent, et je dis c'est resté encore la marque de la pensée Montediplot, jusqu'à présent, la pensée critique s'intéressait aux émetteurs. Et donc, ça a commencé avec l'école de Francfort, avec Max Horkheimer et Théodore Adorno, qui, dans leur livre de 1944, La dialectique de la raison, ont un chapitre qui s'appelle sur les industries culturelles et qui lance la thématique des industries culturelles, une critique marxisante des industries culturelles. Ça a eu un certain écho après dans les sciences sociales, si bien que la majorité des sciences sociales pendant un temps, quand ils analysaient les médias ou les formes culturelles en général, s'intéressaient aux conditions socio-économiques de production des messages, notamment les formes de propriété, etc. Et puis, le contenu stéréotypé des messages, la façon dont, les stéréotypes liés à la société capitaliste qui se diffusent à travers les messages qui sont diffusés dans les médias. Bon. On était du côté de l'émetteur. Et en fait, jamais ces études critiques ne se sont intéressées aux récepteurs. On postulait de la diffusion de messages stéréotypés le fait qu'après ça rentrait dans la tête des gens et qu'ils partageaient ces stéréotypes. Qu'ils étaient aliénés, comme on dit. Donc on avait oublié qu'il y avait un rapport émetteur-récepteur. On avait éliminé les récepteurs. En fait, les récepteurs, c'était des gens sur lesquels s'imprimaient automatiquement les messages qui étaient diffusés par les médias. Et c'est pour ça qu'ils étaient aliénés. Bon. Aliénés, américanisés, etc., etc. Et puis,
dans les années 1980, on a commencé à faire des études de réception, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des enquêtes sur comment les gens reçoivent ces médias. Alors ça pouvait être des enquêtes par questionnaire, ça peut être des entretiens longs, ça pouvait être de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'on essayait de voir comment les gens reçoivent la télévision en regardant comment ils sont face à leur poste, avec leur famille ou tout seul, etc. Et donc, en ethnologue, on prend des notes sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils disent, bon, etc. Ces études de réception, une des premières enquêtes, disons, sur les séries télévisées, justement, était ce chercheur, Elihu Katz, chercheur à la fois américain et israélien, sur la série Dallas, dans les années 80. Une enquête interculturelle parce que c'était une enquête où on avait la réception aux États-Unis, la réception en Israël avec différentes communautés, notamment des communautés séfarades, ashkénazes et arabes en Israël, dans le public qui était testé. Et puis on avait aussi une enquête au Japon. On avait une comparaison interculturelle sur la réception de la série. Donc ce que nous montrent ces enquêtes, c'est que c'est rarement un rapport passif aux produits télévisés. C'est qu'il y a toujours plus ou moins des filtres. Ces filtres varient en fonction de variables. La classe, le genre, la culture, la génération. Bon. En fonction de ces facteurs, on ne reçoit pas exactement le même message de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'entend pas exactement de la même façon. C'est ça qu'on peut entendre par filtre. Cette idée que tout le monde reçoit le même message parce que tout le monde regarde le même feuilleton ou reçoit les mêmes informations est battue en brèche par l'idée qu'en fonction de ces facteurs, on ne reçoit pas la même chose. En fonction du parcours biographique singulier de la personne, on ne va pas recevoir la même chose. Et en fonction aussi des conditions interactionnelles de la réception. Si je regarde seul ma télévision, si je regarde la télévision en faisant mon repassage, si je regarde la télévision avec des amis ou avec des parents, en fait, ça va participer au filtre. Bon. Donc, on est sorti, à partir de là, sauf la pensée de mon diplôme, de l'idée que ça s'imprime dans le cerveau automatiquement des personnes, avec des filtres variables. Et s'il y a des choses qui s'impriment, c'est souvent des stéréotypes ou des visions du monde qui sont déjà là chez les personnes et simplement, ça vient le renforcer. Bon. Voilà donc ces études de réception qui sont développées dans le monde à partir des années 80. Alors, Elihu Katz, dans ce texte, Influence et réception chez Gabriel Tarde de 93, s'est intéressé au fait que Tarde est un pionnier des études de réception pour lui. C'est-à-dire que pour Katz, Tarde a déjà anticipé le côté actif du récepteur, à travers le rôle de la conversation, de la construction de l'opinion. Pour lui, c'est ça, la contribution à une étude de réception de Tarde, c'est la place de la conversation dans la construction de l'opinion. Voilà ce que écrit Katz, qui est très intéressant là-dessus. La conversation est une clé pour comprendre la différence entre l'actif et le passif. La conversation est une clé pour comprendre la différence entre l'actif et le passif. La presse n'exerce pas d'influence directe et autoritaire. La presse n'exerce pas d'influence directe et autoritaire. Elle anime plutôt le programme des conversations. Elle anime plutôt le programme des conversations. La presse n'exerce pas d'influence directe et autoritaire, elle anime plutôt le programme de conversation. Là, on a un élément très important. Chez Katz,
dans sa lecture de Tarde, c'est que, contrairement, disons, à la pensée Mondiplo, ce que disent les médias, ça ne rentre pas directement dans le cerveau des gens qui, finalement, sont des marionnettes de ce qu'ils reçoivent. Bon. Mais, donc pas d'influence directe et autoritaire, mais ça a un effet important, ça anime le programme des conversations. C'est-à-dire que ce qui va être discuté dans les conversations, ça va être beaucoup aussi ce qui est discuté dans les médias. Et l'angle, hein, par exemple, les migrants enfants morts sur une plage ou les migrants menacent. Et donc ça cadre le programme des conversations. Ça ne dit pas exactement ce que pensent les gens, mais ça contribue à définir les thèmes légitimes qui vont être dans les conversations quotidiennes. Bon. Donc ça a un effet quand même. Hein. Mais ce n'est pas l'effet direct et autoritaire qu'on croit habituellement. Animer le programme de conversation. Et évidemment, il y a toute une série de façons de discuter des questions qui ne seront pas dans les conversations quotidiennes parce qu'ils ne sont pas dans les médias. Donc ça élimine beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dans le programme des conversations. Donc c'est quand même un effet important. D'une certaine façon, ça cadre l'espace des conversations, bon, à un moment donné. Mais ce n'est pas ce qu'on croit habituellement hein, sur l'effet direct, la façon dont les médias, disons, imprimeraient directement les opinions des personnes. Premier élément, c'est du côté du récepteur actif. Il y a une dimension active qui est dans la conversation. Et la conversation est le filtre qui va passer à la moulinette l'effet des médias qui est un effet réel hein, et important. Par exemple, si au même moment où il y a l'attentat d'Arras, et puis il y a une série à la fois de journalistes et d'hommes politiques qui immédiatement disent il faut renforcer la loi en discussion sur l'immigration. Donc le lien direct entre ce qui vient de se passer d'horrible à Arras et puis la loi sur l'immigration qui est en discussion. Bon. Là, c'est dans les conversations. Bon. Et on fait le lien direct hein, entre Arras et le terme migrant. Bon. Si la discussion des journaux n'était pas immédiatement ça, mais les morts qui peuvent exister dans des chantiers en termes de droit du travail, les accidents du travail, évidemment, on discuterait autre chose. Donc on ne discute pas pendant ce temps-là des morts en tant qu'accident du travail. Donc c'est très important du fait qu'on discute ça et pas autre chose. Mais ce n'est pas directement les médias qui dictent l'opinion des personnes. Là, l'opinion des personnes est filtrée par la dynamique des conversations quotidiennes. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cette idée que Katz tire de Tarde anime le programme des conversations. Ça, c'est l'aspect actif à travers les conversations. Le deuxième aspect, c'est une convergence que Katz voit entre Tarde et Durkheim. C'est la tendance à une opinion dominante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné une tendance à une opinion dominante, donc à une domination d'un certain conformisme. C'est une convergence avec Durkheim. Voilà ce que dit Katz. Moins éloigné de Durkheim qu'on le supposerait, Tarde croyait dans l'émergence d'une opinion dominante au sein des opinions en concurrence. L'opinion devenue dominante requiert la conformité. Moins éloigné de Durkheim qu'on le supposerait, Tarde croyait dans l'émergence d'une opinion dominante au sein des opinions en concurrence. L'opinion devenue dominante requiert la conformité. Donc il y a une tendance à une opinion dominante, ça ne veut pas dire exclusive, hein. À un moment donné, il y a des opinions en concurrence, il y a une tendance à une opinion dominante. Bon. Par exemple, je pense à des discussions que j'ai eues dans ma famille où les gens avec qui j'ai discuté étaient persuadés que Jean-Luc Mélenchon était un soutien du Hamas. Bon. C'est comme ça qu'il avait ressenti à travers des discussions. Bon.
Donc, il y a un effet d'opinion dominante à un moment donné. Bon. Mais la différence entre... Et donc là, c'est une convergence entre Durkheim et Tarde, parce qu'il y a cette idée de représentation collective dominante chez Durkheim, mais la différence entre Tarde et Durkheim, c'est que cette opinion dominante est mobile. C'est qu'elle peut changer. C'est que 6 mois après, elle peut même être contraire. Hein. Donc, qu'il y a cette mobilité, bon, qu'il n'y a pas chez Tarde, parce que c'est chez Durkheim, parce que c'est des représentations qui sont structurantes, hein, disons, à un moment donné. Mais il y a une convergence sur l'idée d'une tendance à construire une opinion dominante à un moment donné. Ça, c'est un autre élément qu'apporte Katz. Un troisième élément que j'apporterai, moi, c'est les limites de Tarde par rapport aux études actuelles de réception. Il y a l'hypothèse de l'opinion dominante, nous rappelle Katz, mais il n'y a pas forcément homogénéisation des publics et de l'opinion par la presse. Aujourd'hui, les études de réception ne montrent pas cette homogénéisation. Il peut à un moment donné, momentanément, une cristallisation d'une opinion dominante, ça ne veut pas dire que les publics ont été homogénéisés par la presse. C'est-à-dire, ce que montrent les études de réception, c'est une très grande différenciation des publics. En fonction des classes, des genres, des générations, des conditions interactionnelles de réception, etc. À un moment donné, cette différenciation des publics convergeait sur un thème, sur les migrants, c'est une menace. Bon. Et donc, il faut stopper, il faut trouver des lois plus répressives. Bon. Ou alors, à un moment donné, c'est vrai, ça a été le cas, pendant plusieurs mois en France, après la fameuse photo de cet enfant mort sur la plage, les pauvres migrants qui meurent en mer, bon, en Méditerranée. Bon. Et alors ça peut être l'opinion à un moment donné. Bon. Et ça peut converger. Mais il n'y a pas homogénéisation des publics. C'est une convergence momentanée à un moment donné sur une opinion de publics extrêmement diversifiés qui n'ont pas les mêmes visions des choses. Hein. Donc ça, c'est une limite de Tarde. C'est la tentation du passage de l'hypothèse de l'opinion dominante à l'hypothèse d'une homogénéisation des publics par la presse. Alors, vous le retrouverez dans le PowerPoint. Vous trouverez un prolongement des analyses de Tour de Tarde, mais en confrontant avec d'autres auteurs, avec la conception de l'opinion chez Platon, avec la conception de l'opinion publique chez Bourdieu, la critique que le philosophe Jacques Rancière fait de Bourdieu, et les apports de Tarde dans un texte que j'ai publié en 2019 dans une revue québécoise, Communication, un texte qui s'appelle Opinion, raison et émotion, bon, qui va confronter ces différents auteurs, Platon, Bourdieu, Rancière, Tarde, bon, autour de cette question de l'opinion. Alors, après avoir fini Tarde, qui est, parce que je pense que c'est comme Simmel, c'est des auteurs dont on parle peu en France, et surtout en sociologie de l'action collective, et qui apportent quand même beaucoup d'éclairages intéressants sur les questions qui nous intéressent. Maintenant, on va passer au point 2.1 du cours. Ça va être un gros morceau. Les approches constructivistes des groupes sociaux, approches au pluriel. Et en fait, c'est, j'ai oublié de le préciser, oui, parce qu'on était encore dans les approches classiques, c'est le grand 2, approche contemporaine au pluriel. Donc on va sortir des classiques et on va s'intéresser aux approches contemporaines. Donc, on entame le point 2, approche contemporaine. On en a fini avec les classiques, disons avec certains classiques. Et de 1, approche
groupes sociaux. Donc, on a vu une série de classiques, hein, Marx, Simmel, Weber, Michel, Stard. Donc, on s'est focalisé sur des auteurs dans la première partie du cours. On va s'intéresser, évidemment, il va y avoir des auteurs, mais ça va être des courants, et donc ces courants vont être représentés par différents auteurs chez les contemporains. En fait, je développerai moins que chez les classiques. Chaque auteur sera moins développé que ce qu'on a fait sur Marx, Simmel, Weber, Michels et Tard. Hein. Parce que on va retrouver des éléments communs, donc on va insister sur les nouveautés, sur les nouvelles approches, sur des éclairages nouveaux. Et comme on va s'arrêter un peu moins sur chaque auteur, on va en fait avoir un espace plus large de vision des choses. Donc, on va commencer le point 2.1, approche constructiviste des groupes sociaux, par un type d'approche qu'on a déjà commencé à traiter dans le point sur Marx, hein, puisqu'on avait vu que chez Marx, il y avait une tension entre deux approches des classes et des groupes sociaux, une approche objectiviste et une approche constructiviste. Donc, on va maintenant évidemment approfondir ce qu'on a amorcé là. Comme je l'avais indiqué, les formes standards du marxisme, hein, on a distingué Marx et le marxisme, hein, marxien et marxiste. Les formes les plus standards de marxisme ont donné une vision tendanciellement objectiviste et économiste des classes. Objectiviste et économiste des classes, c'est-à-dire les classes existant objectivement, car inscrites dans l'infrastructure économique de la société. Ça, c'est le marxisme. On a vu que chez Marx, c'est plus compliqué. Et les nouvelles approches qu'on va appeler constructivistes des groupes sociaux, elles vont se développer en se différenciant de ces approches objectivistes économistes propres au marxisme. Donc c'est par rapport aux approches objectivistes économistes dominantes dans le marxisme que les nouvelles approches dites constructivistes vont se développer. Au départ, d'abord, dans le marxisme, ça va être l'historien britannique Edward P. Thompson, qui lui est situé dans le marxisme, mais une forme de marxisme hétérodoxe, qui va critiquer les formes dominantes de marxisme de son époque. Et donc, ça va appréhender les classes sociales, les groupes sociaux, les clivages sociaux. On va s'intéresser aux clivages sociaux. Et par exemple, on verra la compétition, on prendra des exemples et on verra la compétition en France entre ce que j'appelle un clivage de la justice sociale et un clivage national-racial dans les années 80 qui va voir l'extrême droitisation des débats publics. Est-ce que principalement la population française, le clivage principal, c'est patron-ouvrier, riche-pauvre, c'est-à-dire un clivage autour du niveau de ressources des personnes, ou c'est un clivage sur à la fois l'origine ethnique et nationale des personnes? Et donc, il va y avoir aussi des compétitions entre des différents clivages. Et on prendra un deuxième type d'exemple, long, après ce clivage-là, sur l'exemple d'un mouvement social récent en France, les Gilets jaunes. Donc, dans ces approches constructivistes, les classes sociales, les groupes sociaux, les clivages sociaux vont être le résultat d'un travail de construction sociale et historique. Alors, vous trouverez un panorama plus large que, parce que je vais me centrer sur 3 auteurs, et puis après je vais donner ces 2 exemples, hein, l'extrême droitisation et puis les gilets jaunes. Mais il n'y a pas que ces 3 auteurs, et donc dans le chapitre 3 de mon manuel Théorie sociologique contemporaine, vous avez donc le chapitre 3 qui s'appelle Construction des groupes et catégorisation sociale, où là vous avez, disons, une palette plus large d'auteurs qui sont traités, contemporains, sur ces questions. Là je vais me centrer sur les 3 principaux simplement. Et donc le premier, c'est Edward P. Thompson.
Thomson et la formation de la classe ouvrière anglaise. Thomson, c'est 1924-1993. Donc on va se centrer sur un livre pionnier qui va avoir un certain écho dans les sciences sociales, mais tardivement, parce qu'il vient de l'histoire, il ne va pas avoir immédiatement un écho sur la sociologie, la science politique et l'anthropologie, mais il va avoir un écho décalé. Donc, en français, c'est la formation de la classe ouvrière anglaise, c'est le titre du livre de Thomson. Et le titre anglais est intéressant, c'est The Making of the English Working Class. The Making of the English Working Class. C'est le terme The Making qui est utilisé par Thomson. The Making of the English Working Class. C'est un livre qui date de 1963. Donc c'est un historien. Et il n'est traduit en France qu'en 1988. Donc, Thomson apparaît, historien britannique, apparaît comme un précurseur qui a eu des échos décalés dans le temps au sein de la sociologie, de l'action collective. Dès les années 70, il y a eu des petits éléments, mais qui n'ont pas eu d'écho. Par exemple, dans sa revue, Pierre Bourdieu a publié des articles de Thomson, acte de la recherche en sciences sociales. Thomson se revendique encore d'un cadre marxisme. Donc on est encore dans le marxisme avec Thomson. Mais c'est un marxisme hétérodoxe qui va combattre les formes dominantes de marxisme de son époque. En fait, en étudiant, en historien avec beaucoup d'archives, c'est un très gros livre, l'émergence d'une des premières classes ouvrières modernes, c'est-à-dire la classe ouvrière anglaise, là où le processus d'industrialisation est le plus avancé. Donc, il commence son étude en 1780, alors qu'en France, les travaux qui concernent la classe ouvrière française sont décalés dans le temps, parce que l'industrialisation est plus tardive. Bon. Mais dans ce livre, il ne va pas faire de la classe ouvrière anglaise le produit mécanique des données économiques. Ce qu'on a vu, la tendance, disons, économiste objectiviste, qui est une tendance qu'on a trouvée chez Marx. C'est qu'une des tendances, mais qui va être, disons, celle qui va être privilégiée par les marxistes. Ce n'est pas le produit mécanique de données économiques, c'est le résultat d'un processus socio-historique de formation. Le résultat d'un processus socio-historique de formation. The making. Du point de vue de l'enquête historique, il s'est centré donc sur les débuts de cette construction en Angleterre, donc, je l'ai dit, pays précurseur de l'industrialisation et de l'urbanisation. Et le livre traite de la période 1780-1840. 1780-1840. Thomson va parler alors de la classe comme une formation sociale et culturelle. Une formation sociale et culturelle. Il y a une dimension culturelle qui est importante, et il y a le mot formation, making, qui est important, de fabrication. Pourquoi ce mot formation, fabrication, making? C'est contre ce qu'il appelle, c'est comme ça qu'il le dit, une certaine orthodoxie marxiste. Contre une certaine orthodoxie marxiste. Donc c'est un marxiste qui réagit à l'orthodoxie marxiste, à l'intérieur du marxisme. Donc, contre une certaine autonomie marxiste, dit-il, je cite, le mot formation, making, indique que l'objet de cette étude est un processus actif mis en œuvre par des agents autant que par des conditions.
Le mot formation making indique que l'objet de cette étude est un processus actif mis en œuvre par des agents tout autant que par des conditions. Et il ajoute, la classe ouvrière a été partie prenante de sa propre formation. La classe ouvrière a été partie prenante de sa propre formation. Donc, la classe ouvrière, ce n'est pas simplement le résultat de l'évolution des conditions économiques, de l'industrialisation capitaliste et de l'urbanisation, mais la classe ouvrière elle-même, les ouvriers ont été partie prenante de la formation de cette classe. Donc ils y ont participé à cette fabrication. Et notamment dans cette contribution de la classe ouvrière à sa propre formation, il y a eu ce que Thomson appelle un processus d'autodéfinition. Un processus d'autodéfinition. C'est-à-dire, dans cette propre fabrication, il y a le fait de se définir soi-même comme la classe ouvrière. Et donc de mettre dans une même catégorie, verbale, tout un ensemble de personnes qui peuvent avoir des conditions de vie sociales, etc., plus ou moins disparates. Et on va leur donner un nom commun. Donc c'est ce que Thomson appelle le processus d'autodéfinition. Cette construction apparaît comme un mouvement d'unification. Il y a bien une unification au carrefour d'éléments à la fois objectifs et subjectifs. Cette unification, elle va croiser des éléments objectifs et subjectifs. Je cite Thomson, « J'entends par classe un phénomène historique unifiant des événements disparates, sans lien apparent, tant dans l'objectivité de l'expérience que dans la conscience. J'entends par classe un phénomène historique unifiant des événements disparates et sans lien apparent, tant dans l'objectivité de l'expérience que dans la conscience. » Donc, on a bien un phénomène historique, c'est dans le temps que ça se situe. Ça va unifier des choses qui sont disparates, qui n'ont pas toujours forcément de lien qui apparaissent évidents entre eux. Et ça concerne autant ce qu'il appelle l'objectivité de l'expérience, c'est la façon dont, dans l'expérience, les personnes sont confrontées à une objectivité, dans des conditions, par exemple, de travail, urbaines, etc. Et dans la conscience des personnes, dans leur subjectivité. Cette formation de la classe se nourrit tout particulièrement de l'expérience collective. Une expérience qui est collective et une expérience qui n'est pas que faite par telle ou telle personne, mais par plusieurs personnes. Une expérience collective dans le travail, oui, mais aussi ce qu'apporte fortement Thomson, c'est dans la famille, les relations de voisinage et la religion. Cette expérience collective, elle est dans le travail, mais aussi dans la famille, dans les relations de voisinage, dans la religion. Ça, c'est un élément important parce que contre les visions marxistes orthodoxes, à cause de l'athéisme du marxisme, les visions marxistes orthodoxes ont effacé la religion. Or, ce que montre Thomson, c'est que la religion est un des éléments principaux de la formation de la classe ouvrière. C'est que la plupart de ceux qui vont fabriquer la classe ouvrière sont des croyants. Et le vocabulaire religieux, les images religieuses sont très importantes dans la fabrication de la classe. Mais les marxistes ont effacé ça à cause, disons, de l'athéisme. Et donc, on a insisté sur les conditions économiques, etc., mais pas sur, disons, cette dimension de la religion. Et cet athéisme du marxisme qui a fait ça, il a été encore plus fort en France avec la tradition de la laïcité qui veut effacer. Donc, on va souvent faire du mouvement ouvrier. C'était la même chose en France. On va faire souvent du mouvement ouvrier quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Or, même en France, ça a été très fort les dimensions religieuses.
pour ceux qui ont ensuite étudié l'émergence de la classe ouvrière française entre 1830 et 1848. Bon. Ça avait été effacé. Bon. Contre les visions marxistes orthodoxes, Thomson montre que la classe ouvrière anglaise s'est fabriquée avec des références et un langage religieux. Parce qu'elle était très présente, ces références religieuses et ces images religieuses, dans la sociabilité populaire quotidienne. Et que donc, ça s'est fabriqué avec la sociabilité quotidienne, et donc aussi avec la dimension religieuse. Cette dimension religieuse qui est, on peut dire, innervée la sociabilité populaire quotidienne, hein, dans les images, dans les mots, etc. Y compris comme pour ceux qui n'étaient pas croyants, mais qui héritaient de cette sociabilité. Et bon, il insiste aussi beaucoup sur quoi on n'avait pas insisté auparavant, sur l'importance des relations familiales et l'importance des relations de solidarité avec les voisins et l'importance du voisinage, qui construit des formes d'expérience collective. Par ailleurs, la classe ne se définit pas isolément. On rejoint un point important de Marx, mais relationnellement. C'est-à-dire la classe, c'est en relation qu'elle se constitue, pas en tant qu'elle-même simplement. Nous dit Thomson, dans ses relations avec les autres classes. Hein, la classe émerge dans ses relations avec les autres classes, pas en soi simplement. Toujours relationnellement. Hein, Marx aurait dit dans la lutte des classes au sens d'un type de relation avec les autres classes. Ce qui fait que, mais dans la continuité marxienne, mais en rupture avec certains marxistes, pour Thomson, la classe est un rapport et non une chose. La classe est un rapport et non une chose. Donc la classe est une relation, ce n'est pas une chose indépendamment des relations, mais c'est des relations. Donc, ce serait donc en prenant appui sur ces expériences collectives et dans l'opposition à d'autres groupes que des intérêts communs vont apparaître. Les intérêts communs ne sont pas donnés au départ, hein, objectivement, comme on dirait. Bon. Les intérêts communs vont peu à peu apparaître à travers ces expériences collectives et dans l'opposition à d'autres groupes. Donc, on n'a pas une unité objective au départ, mais on a un processus d'unification. Les intérêts communs ne sont pas simplement donnés objectivement dans l'économie au départ, mais les intérêts communs constituent une réalité émergente du processus. C'est un produit du processus de formation de la classe, qui aboutit après à une certaine stabilisation. Thomson note, on peut parler de classe lorsque des hommes, à la suite d'expériences communes qu'ils partagent ou qui appartiennent à leur héritage, perçoivent et articulent leurs intérêts en commun par opposition à d'autres hommes dont les intérêts diffèrent des leurs et en général s'y opposent. Voilà un peu la synthèse où on en est arrivé de la conception de la classe. On peut parler de classe lorsque des hommes, à la suite d'expériences communes qu'ils partagent ou qui appartiennent à leur héritage, perçoivent et articulent leurs intérêts en commun, par opposition à d'autres hommes dont les intérêts diffèrent des leurs et en général s'y opposent. Donc on a ce mouvement. Dans ce cadre, Thomson accorde une grande importance à la notion de conscience de classe. La conscience de classe, c'est la manière dont les expériences collectives, je cite Thomson, se traduisent en termes culturels et s'incarnent dans des traditions, des systèmes de valeurs, des formes institutionnelles. C'est la façon dont les expériences collectives se traduisent en termes culturels et s'incarnent dans des traditions, des systèmes de valeurs et des formes institutionnelles. Donc la conscience de classe, c'est plus large que simplement une conscience de chaque individu. C'est quelque chose, c'est toutes ces expériences collectives qui sont en rapport à la famille, au travail, dans les relations de voisinage, au rapport à la religion.
qui vont stabiliser des traditions, des systèmes de valeurs, des formes institutionnelles. Donc il va y avoir des valeurs, donc il y a une dimension morale, et ces dimensions morales sont fortement héritées de la religion. Des traditions qui se répètent, c'est-à-dire des types de façons pour lutter, des habitudes, des types de fêtes, bon, etc., des traditions, et des formes institutionnelles, puisque vont émerger en Grande-Bretagne d'abord des syndicats. On n'a pas le problème de la France où les syndicats, à cause de la loi Le Chapelier, vont être interdits jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc on a des syndicats qui peuvent émerger rapidement. Et puis après, en Grande-Bretagne, dans le sillage des syndicats, les syndicats vont créer un parti, des partis. La particularité du parti travailliste britannique, c'est qu'il est créé par les syndicats. C'est une particularité britannique. Et donc il y a toujours un lien direct entre syndicats et partis, puisque c'est des syndicats qui ont créé un parti. Ça, c'est des formes institutionnelles qui vont porter aussi ces valeurs et ces traditions, qui sont en lien avec la religion, avec le travail. Donc, par exemple, par rapport aux bêtises que raconte Sandrine Rousseau dans l'actualité, cette idée que la valeur travail est une valeur de droite. Bon. Parce que pour Sandrine Rousseau, l'histoire commence peut-être avec Sarkozy. Et donc avant, il n'y a pas d'histoire. Et donc, comme Sarkozy a mis en avant la valeur travail, donc pour elle, la valeur travail, c'est sûr. Mais, disons, dès la fin du XVIIIe en Grande-Bretagne, puis en France à partir de 1830, la valeur travail joue un grand rôle dans la constitution du mouvement ouvrier, donc une valeur de gauche. Mais pendant longtemps, pendant tout le XIXe et pendant une grande partie du XXe siècle. Donc, évidemment, si on élimine le XIXe, si on élimine le XXe siècle et qu'on considère que l'histoire commence avec Sarkozy, comme Sandrine Rousseau, évidemment, on peut considérer que la valeur travail est une valeur de droite. Donc la conscience de classe est un élément important de ce processus de production de la classe, parce qu'elle va stabiliser dans ces systèmes de valeurs, des institutions, des traditions, ces expériences collectives. Et il faut noter que Thomson accorde quand même aussi un rôle dans conscience de classe. Il y a aussi les institutions qui portent le nom de la classe, les syndicats, après les partis, etc., les associations. Il y a un élément important aussi du l'ouvrage de Thomson d'un point de vue méthodologique, qui est important, donc dans la méthodologie des historiens. C'est une invitation à nous écarter d'une reconstitution du passé trop guidée par les résultats du présent. C'est-à-dire qu'il y a une tendance anachronique, et ça a été beaucoup ce qui va critiquer dans les versions dominantes du marxisme, mais ça ne touche pas que les versions dominantes du marxisme, c'est qu'en fonction des résultats présents des travaux de l'histoire, ce qui est aujourd'hui, on va relire le passé. C'est comme ça qu'on va éliminer, puisque le mouvement ouvrier est largement devenu un mouvement sécularisé, avec une importance de l'athéisme, on va éliminer la religion. Bon, donc, et on va éliminer aussi ceux qui jouent un grand rôle, c'est-à-dire les artisans. Parce que ceux qui fabriquent le mouvement ouvrier, ce sont des ouvriers artisanaux ou des artisans. Et peu à peu, comme après le mouvement ouvrier, ça va être des ouvriers d'usine, on va éliminer les artisans de l'histoire. On va éliminer ceux qui ont joué un rôle. Parce qu'on a tendance à relire le passé en fonction des résultats du présent. Donc, avec une dimension anachronique. Donc c'est ce que Thomson appelle la tentation, je cite, de lire l'histoire à la lumière des préoccupations ultérieures et non comme elle s'est déroulée. Lire l'histoire à la lumière des préoccupations ultérieures et non comme elle s'est déroulée.
lire l'histoire à la lumière des préoccupations ultérieures et non comme elle s'est déroulée. Ce qui conduit, nous dit Thomson, à retenir uniquement ceux qui ont réussi, c'est-à-dire dont les aspirations anticipaient l'évolution ultérieure. C'est retenir ceux qui ont réussi, c'est-à-dire dont les aspirations anticipaient l'évolution ultérieure. On va retenir les ouvriers d'usine, on va retenir les athées, on va éliminer les artisans, on va éliminer la religion. Parce que c'est vrai, peu à peu, la religion va être mise de côté et les artisans vont être mis de côté, si bien que aujourd'hui on ne considérerait plus les artisans comme faisant partie de la classe ouvrière. On va mettre ça dans les professions indépendantes. Et donc il s'est passé quelque chose. Lire l'histoire à la lumière des préoccupations ultérieures et non comme elle s'est déroulée, ça conduit à retenir uniquement, je cite Thomson, ceux qui ont réussi, c'est-à-dire dont les aspirations anticipaient l'évolution ultérieure. Donc on oublie, dit encore Thomson, les impasses, les causes perdues jusqu'au perdant lui-même. On oublie les impasses, les causes perdues jusqu'au perdant lui-même. Dans une vision évolutionniste de l'histoire. On reviendra sur cette idée d'évolutionnisme dans l'analyse des mouvements sociaux. Mais l'évolutionnisme, c'est que tout serait orienté dans une ligne d'évolution nécessaire. Et que donc, il y aurait une évolution nécessaire vers une sécularisation du mouvement ouvrier, on aurait une évolution vers les ouvriers d'usine. Et donc, dans cette dans cette vision évolutionniste, on oublie ce qui, peu à peu, a construit, disons, ce processus historique. D'où donc l'importance, accorde Thomson, centrale au groupe d'artisans, qui ne correspondent pas aux figures des ouvriers d'usine, qui a prédominé après. Ouvriers d'usine qui ont été mis en avant par la suite comme étant relevant de la vraie définition du prolétariat par les marxistes. Donc, Thomson arrive assez tôt, 1963, mais c'est un travail d'historien, donc il ne circule pas tout de suite dans les autres disciplines, et ça n'a pas un écho immédiat dans les sciences sociales. C'est davantage à partir des années 80 que ça va contribuer à cette nouvelle perspective, à agiter, disons, les sciences sociales. Et on va passer à quelqu'un qui est un lecteur de Thomson, c'est Bourdieu. Donc un lecteur de Thomson est quelqu'un qui est un des premiers en France à publier en français des textes de Thomson dans sa revue. J'ai entendu lutte de classement et représentation politique. Bourdieu, 1930-2002. On va parler d'un auteur post-marxiste. Donc c'est un auteur de Thomson qui va amplifier les éléments de sociologie constructiviste de Thomson. Mais plus dans un cadre marxiste, qui est celui de Thomson, mais dans un cadre post-marxiste. Où Marx est une composante, Bourdieu, mais une composante seulement d'un cadre qui va aussi s'appuyer sur les travaux de Durkheim et les travaux de Max Weber. Donc on n'est plus dans le cadre marxiste, où Marx est la référence principale, on est dans un cadre post-marxiste, où Marx est une des références principales, avec les dits Durkheim et Weber.
Bourdieu va amorcer ses réflexions dans ce sens à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc ses travaux, ses approches constructivistes des groupes sociaux, disons, datent de la fin des années 70 et du début des années 80. Sur deux plans, on va voir ce qui est l'importance des luttes de classements sociaux, on va voir ce qu'on peut appeler lutte de classements sociaux, et deuxième plan, la contribution de la représentation politique, une analyse de la représentation politique. L'analyse des luttes de classements sociaux, l'analyse de la représentation politique. Alors, on va reprendre ces différents points. Les luttes de classements sociaux, c'est quelque chose qui est développé dans un livre de Bourdieu de 1979 qui s'appelle « La distinction ». La distinction, c'est un livre sur les goûts, les jugements, les pratiques culturelles des différents groupes sociaux. Et Bourdieu, dans la distinction, va souligner l'importance donc des luttes de classements sociaux, c'est-à-dire plusieurs choses. C'est des luttes autour de la définition des classes et des groupes. Quelle est la bonne définition des ouvriers, de la classe ouvrière, des cadres, de la bourgeoisie? C'est des luttes autour de la définition des classes, de leurs frontières, qu'est-ce qui les sépare? De leurs positions respectives par rapport aux unes et aux autres, des clivages les plus pertinents, je l'ai dit. Est-ce qu'il y a, comme le pense, disons, quelques temps après, Valéry Giscard d'Estaing dans un livre qui s'appelait « 2 Français sur 3 », est-ce qu'il y a quelques riches, quelques pauvres et une immense classe moyenne, donc 3 classes? Est-ce qu'il y en a 2 principaux, la classe salariée et la bourgeoisie? Ou est-ce que, finalement, c'est ce qui s'oppose, c'est la classe des nationaux par rapport, disons, à la classe, disons, des issus de l'immigration racisée. Bon. Quel est le bon clivage? Bon. C'est ça les luttes de classement, c'est-à-dire comment en fait on classe la population, et quelles sont les frontières, les définitions, etc. Ça c'est un niveau collectif, et puis aussi pour chaque individu, quelle place j'occupe là-dedans? Dans quelle forme je me situe? Bon. Par exemple, dans les sondages, quand on demande aux individus de se situer, il y en a beaucoup qui se situent dans classe moyenne, y compris des gens qu'avec des indicateurs économiques, on classerait soit dans bourgeoisie, soit dans classe populaire. Et ben, dans les sondages, des deux côtés d'ailleurs, il y a plus de gens qui vont s'autodéfinir comme faisant partie des classes moyennes. Ce sont des luttes symboliques pour Bourdieu, les luttes de classements sociaux. C'est-à-dire qui renvoient au sens, à la signification, aux définitions. Et pour Bourdieu, c'est un des apports de Bourdieu, ces luttes symboliques autour de la définition des classes constituent une des modalités de la lutte des classes. C'est-à-dire une des modalités de la lutte des classes, et c'est ces luttes symboliques autour de la définition des classes. Premier axe, qui est plutôt développé à partir de la distinction 79. Deuxième axe, c'est dans le sillage de Max Weber et de Robert Michels, une série de textes au début des années 80 autour de la représentation politique. Des textes qui ont été publiés dans la revue de Bourdieu avec de la recherche en sciences sociales. Alors il y a le premier grand texte, La représentation politique, 1981. D'ailleurs, dans ce texte, il
y a un encadré qui est plus politique, puisque Bourdieu explique pourquoi il a soutenu la candidature de Coluche à l'élection présidentielle de 81. Et le deuxième texte, c'est la délégation et le fétichisme politique de 1984. La délégation et le fétichisme politique de 1984. Donc le texte La représentation politique de 1981 et le texte La délégation et le fétichisme politique de 1984. Ce sont des textes qui, sur la contribution de la représentation politique à l'existence des groupes sociaux. C'est-à-dire la part de l'action des représentants, des porte-paroles, dans la construction des groupes. Pour qu'un groupe existe, pour Bourdieu, il faut des porte-paroles, des représentants qui fassent exister le groupe dans l'espace public. Aussi bien les ouvriers que les chasseurs, aussi bien les femmes que les malades du sida. Pour qu'un groupe existe, il faut des porte-paroles qui fassent exister le groupe dans l'espace public, des représentants. Et il y a une phrase très intéressante qui va synthétiser ça et qui va faire aller Bourdieu dans le sens de la philosophie politique. Voilà ce qu'écrit Bourdieu. Vous le retrouverez dans le PowerPoint. Il y a une sorte d'antinomie inhérente aux politiques qui tient au fait que les individus, et cela d'autant plus qu'ils sont démunis, ne peuvent se constituer ou être constitués en tant que groupe, c'est-à-dire en tant que force capable de se faire entendre et de parler et d'être écoutés, qu'en se dépossédant au profit d'un porte-parole. Il y a une sorte d'antinomie inhérente à la politique qui tient au fait que les individus, et cela d'autant plus qu'ils sont démunis, ne peuvent se constituer et être constitués en tant que groupe, c'est-à-dire en tant que force capable de se faire entendre, de parler et d'être écoutés, qu'en se dépossédant au profit d'un porte-parole. Antinomie de la politique, parce que pour exister, paradoxalement, je dois me déposséder. C'est-à-dire que je dois donner ma parole à quelqu'un qui va la représenter dans l'espace public. Donc à la fois j'ai besoin, pour exister dans l'espace public, parce que tout le monde ne peut pas parler dans l'espace public, donc il y a des représentants qui vont porter la voix du groupe et qui vont contribuer à le constituer, à lui donner une évidence. Et en même temps, je laisse ma parole à ces porte-paroles, à ces représentants. Et évidemment, il y a ce qu'on a vu avec Weber et Michels, dont Bourdieu est un lecteur, c'est-à-dire qu'une fois que je donne ma parole à un représentant, après, en partie, les représentants en font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire aussi en fonction des intérêts des représentants souvent professionnalisés. Donc il y a un paradoxe, une antinomie, dit Bourdieu. Et il finit ainsi, qui est quelque chose de plus de philosophie politique, il dit « Il faut toujours risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation politique. » Il faut toujours risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation politique. Il faut toujours risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation. Pour échapper à l'aliénation politique, c'est la non-existence dans l'espace public. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans l'espace public, je n'existe pas vraiment. Bon. Et donc, mes intérêts, mes aspirations, mes modes de vie n'existent pas. Bon. Donc, pour échapper à l'aliénation politique, à la non-existence dans l'espace public, j'ai besoin de passer par des porte-paroles et des représentants, et le fait de passer par des porte-paroles et des représentants me font risquer une autre aliénation politique, c'est-à-dire le fait de me faire déposséder au profit de ces représentants autour d'un rapport de domination entre représentants et représentés. Et donc, ma parole m'échappe en même temps. Hein. À la fois, ça me fait exister, ma parole m'échappe. Donc, Bourdieu énonce ainsi deux choses en tension. Pour exister publiquement, pouvoir exprimer dans un espace public ses expériences, ses aspirations, ses intérêts, un groupe, des ouvriers aux malades du sida, des écologistes et les chasseurs, ont besoin de porte-parole. Et cela d'autant plus que ce groupe est démuni, nous dit Bourdieu, en ressources, capital économique, capital culturel. Plus un groupe a des ressources, moins il a besoin de ça. Moins il a de ressources, plus il a besoin de passer par des porte-paroles. Mais l'existence de ces porte-paroles enferme la possibilité d'usurpation de la parole par ceux
qui prennent la parole pour moi. Donc la possibilité de la domination des représentants sur les représentés. Et donc c'est là où Bourdieu débouche sur un terrain de la philosophie politique et plus de la sociologie. Il faut toujours risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation politique. Car en fait on pourrait traduire cette phrase en disant que Bourdieu énonce là un anarchisme pragmatique. Pourquoi un anarchisme pragmatique? C'est qu'il met en tension une certaine nécessité pragmatique de la représentation. Il faut quand même de la représentation. Mais il faut en même temps une critique libertaire de toute représentation. En même temps, il faut la représentation et il faut la critique libertaire de la représentation. C'est pour ça que je parle d'anarchisme pragmatique. Alors, dernier point pour la séance d'aujourd'hui, Bourdieu va, alors comme on va voir la semaine, dans 2 semaines, puisqu'il y a des vacances, la prochaine fois on va voir les cadres de Boltanski. En fait les cadres de Boltanski paraissent en 82, donc ça va jouer, et Boltanski à l'époque est un des membres éminents du groupe de Bourdieu, et donc le livre de Boltanski va contribuer à réorganiser la vision des choses de Bourdieu lui-même. Et donc, là, en fait, on va passer quelque chose que Bourdieu écrit en 84, où il y a déjà passé le livre de Boltanski. Donc, il faut tenir compte de ça. Hein. Bon. À la suite des cadres, il va revenir théoriquement sur la question des classes dans un texte qui s'appelle Espace social et jeunesse des classes, de 1984. Espace social et jeunesse des classes, toujours dans sa revue avec de la recherche en sciences sociales. Et c'est dans ce texte qu'il va distinguer la classe probable et la classe mobilisée, dont on a déjà parlé. La classe probable et la classe mobilisée. La classe probable, c'est la classe qui existe potentiellement dans la proximité des conditions d'existence. C'est une classe, comme dit Bourdieu, sur le papier. C'est une classe sur le papier. C'est-à-dire en fonction de la proximité des conditions d'existence, une série d'indicateurs empiriques, je vais considérer que ces gens font partie de la même classe. Mais c'est une classe probable. Parce que la classe mobilisée, c'est celle qui est dotée de porte-parole, d'institutions, de vision du monde commune, et qui existe dans l'espace public. Donc la classe probable, la classe mobilisée. J'avais déjà dit, il y a une différence importante de cette vision avec la vision marxiste dont on a parlé de classe en soi, classe pour soi, dont on a vu qu'elle était très mince chez Marx et qui a été plus développée chez les marxistes. Bon. Classe en soi objective économique, classe pour soi subjective politique. Hein. Il y a des différences, pourquoi? Parce que chez Bourdieu, il y a différentes façons possibles de découper le monde social sur le papier, et ces façons sont en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois différentes classes probables. On peut découper en fonction de patrons ouvriers, mais on peut découper en fonction de clivage de la justice sociale ou clivage national racial. On peut découper aussi en fonction de classe moyenne, quelques riches, quelques pauvres. Bon. En fonction des indicateurs, on peut découper le monde social sur le papier de différentes façons. Donc il y a toujours différentes classes probables qui sont plus ou moins en compétition dans les luttes de classements sociaux. La façon marxiste est différente de la façon bourdieusienne. La façon marxiste, c'est la place dans les rapports de production. La façon bourdieusienne dans la distinction, par exemple, c'est le croisement du capital économique et du capital culturel. C'est deux façons différentes de... Voilà, je l'ai dit, un universitaire comme moi, dans la vision marxiste, est un salarié, et donc fait partie du prolétariat. Dans la vision bourdieusienne, un universitaire est un des privilégiés, un des dominants dans le capital culturel, et donc
et la fraction dominée de la classe dominante. Donc c'est très différent de classer, par exemple, les universitaires comme faisant partie du prolétariat, donc de la classe dominée, ou une des fractions de la classe dominante. Donc, ça dépend là des indicateurs empiriques et de la définition qu'on donne de la classe. Il y a différentes classes probables, et ces classes probables sont souvent en compétition dans les luttes de classements sociaux. Le passage de la classe probable à la classe mobilisée n'est jamais nécessaire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une proximité de conditions de vie économique, d'indicateurs proches, de revenus, etc., que finalement les personnes vont se considérer comme faisant partie d'un même groupe avec des représentants communs, etc. Donc, il n'y a pas passage nécessaire de la classe probable sur le papier à la classe mobilisée. Et le rapprochement des plus éloignés socialement n'est pas impossible. C'est-à-dire que je peux tout à fait, dans un découpage, je peux tout à fait envisager que en tant que national, je fais considérer que je faisais partie du même groupe que, même si je suis ouvrier, que des patrons, si le clivage qui prédomine, c'est justice sociale ou nationale raciale. Dans ce cas-là, je vais m'opposer à un autre groupe de gens issus de l'immigration, racisés, où il pourrait y avoir aussi d'ailleurs des patrons et des ouvriers. Et donc même les plus éloignés socialement peuvent se rapprocher dans ces constructions. Bon. Donc c'est ça la grande différence entre la distinction bourdieusienne, classe probable, classe mobilisée, et la distinction marxiste, classe en soi, classe pour soi. Voilà, on va s'arrêter là, et la prochaine fois, on reprendra avec Boltanski.